Bien, alors donc jusqu'à présent, donc j'avais l'occasion de faire le cours sur l'architecture Java J2E d'une manière générale. Nous avons, après l'injection des dépendances et l'inversion de contrôle, donc nous avons vu comment particulièrement créer on va dire la partie backend notamment, avec GPA, Spring Data, Hibernate. Et après, par la suite, dans la partie web, nous avons vu avec Spring MVC, donc comment créer une application web J2E basée sur Spring MVC. Et à la fin, donc, nous avons travaillé une partie de Spring Security, donc pour voir comment sécuriser l'accès à une application via Spring Security. Alors, j'avais dit donc qu'en fait, il y a deux façons pour développer les applications. D'une manière générale, les applications web. Donc, il y a l'approche rendue côté serveur et l'approche rendue côté client. Alors, dans l'approche rendue côté serveur, donc le code HTML est généré par le serveur. Alors, dans ce cas-là, vous avez besoin d'utiliser un moteur de template côté serveur comme TeamLeaf. Donc, ça, c'est ce que nous avons vu donc, dans l'activité pratique qui permet de gérer des patients. Et après, il y a l'approche rendue côté client. Alors, dans l'approche rendue côté client, le code HTML, cette fois-ci, il va être généré du côté du client. Alors, dans ce cas-là, donc, vous aurez besoin d'utiliser un framework côté client, JavaScript, comme par exemple Angular, React ou bien Vue.js. Alors, il est très important donc de maîtriser un framework de ce type. Donc, c'est ce que nous allons essayer donc de voir dans le projet Cinema que je vous avais présenté la semaine dernière. Ben, on essaiera cette fois-ci donc de travailler, on va dire, la partie front-end avec Angular. Ben, du coup, donc, vous aurez besoin d'avoir quelques connaissances de base sur le framework Angular. En fait, Angular, c'est quoi? En fait, Angular, c'est un framework qui permet de créer la partie front-end web des applications qui sont de type Single Page Application, SPA. Alors, Single Page Application, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez en fait une application Angular se compose d'une seule page. Et cette page-là, c'est index.html. Donc, vous avez une single page dans laquelle on va utiliser le framework Angular. Et à partir de cette page-là, on va commencer à interagir avec la partie backend, généralement en envoyant des requêtes HTTP vers la partie backend. Bon, la partie backend, généralement, il fait les traitements nécessaires. Et après, il va retourner le résultat en format JSON, souvent. Et après, côté bien sûr application, côté JavaScript, on récupère ces données en format JSON. Et après, on va ils deviennent des objets JavaScript. Et après, on va les afficher quelque part dans la page, toujours la page index.html, en utilisant bien sûr un moteur de template qui est fourni par Angular. Donc, cette fois-ci, on envoie des requêtes HTTP vers la partie backend à travers du JavaScript à l'intérieur de index.html. Et la partie backend ne va pas générer des codes HTML, mais il va générer des codes en format JSON, des données en format JSON. Et après, on va prendre ces données-là et après, on va les formater en format HTML. Donc, ça veut dire le code HTML, il est généré côté client, notamment côté browser. Alors, en fait, Angular, c'est un framework qui était très populaire depuis très longtemps. Donc, depuis la version 1 de Angular, qui est ancienne, qui s'appelait AngularJS. Alors, c'était une version qui était basée sur MVC côté client, c'est-à-dire il utilise le pattern MVC côté client. C'est à peu près comme on le fait avec Spring MVC côté serveur, donc AngularJS travaille côté client. Et après, les applications de Angular 1 ou bien AngularJS étaient écrites avec du JavaScript natif, c'est-à-dire c'est pur de la programmation JavaScript. Alors, sauf que, en fait, les choses ont beaucoup évolué après. C'est que d'abord, JavaScript a évolué, notamment avec la création d'un langage qui s'appelle TypeScript. TypeScript, c'est un langage qui a été créé après, qui est un langage qui est orienté objet et qui est, on va dire, structuré, et avec lequel on peut développer des applications JavaScript. Alors, pourquoi tout simplement JavaScript? Parce que le problème dans JavaScript, c'est que c'est un langage généralement qui n'est pas très structuré. Il est très difficile de développer des grandes applications structurées avec du JavaScript. Donc, ce qui fait que, avec la création de TypeScript, donc d'ailleurs, le créateur de TypeScript, c'est le même créateur du langage C# qui est chez Microsoft. Et donc, on va retrouver à peu près dans TypeScript les concepts fondamentaux de l'orienté objet.
notamment avec bien sûr tout ce qui concerne les classes, les interfaces, les annotations, bien ce qu'on appelle les décorateurs, etc. Donc, ce qui permet de faciliter la création des applications JavaScript. Donc, ça, c'est la première des choses. Et après, il y a également l'évolution, c'est au niveau de HTML5. Parce que HTML5 avait introduit la notion de ce qu'on appelle les composants web ou bien les web components. Alors, les web components, si vous voulez, c'est un concept. Alors, les web components, donc si vous voulez, c'est un concept qui a été introduit dans HTML5, qui consiste tout simplement à dire que, en fait, une page web se compose de plusieurs petits morceaux, de plusieurs petites parties. Chaque partie de la page, c'est ce qu'on appelle un web component. Et après, par la suite, donc, grâce à ces composants web, on peut construire facilement des applications front-end web. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Angular et d'autres frameworks ont décidé de créer une nouvelle version qui est complètement différente de l'ancienne version. Donc, Angular 2, qui est complètement une réécriture complète de Angular 1, et dans lequel on va d'abord utiliser TypeScript pour créer les applications Angular. Deuxièmement, c'est avec Angular, on va utiliser les Web Components, c'est-à-dire au lieu de MVC classique côté client. Et on va voir que les Web Components sont basés sur le pattern MVVM, Model View Model, qui est relativement adapté pour les applications réactives. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, après, par la suite, les versions se sont enchaînées assez rapidement. Avec la création, donc depuis la version 2, on est sauté à la version 4, 5, 6, 7, 8, etc. Aujourd'hui, donc, on est à la version 12. Donc, Angular, c'est un framework qui est maintenant très utilisé par les entreprises. Donc, les grands projets, généralement, utilisent souvent Angular. Donc, il est important pour vous de terminer la formation de cette année-là avec, bien sûr, la maîtrise des concepts fondamentaux également de Angular, sachant que l'année prochaine, on va beaucoup l'utiliser dans la création des applications front-end de web, des applications. Alors, TypeScript, donc c'est un langage qui est, on va dire, qui est orienté objet, qui est structuré, avec lequel on peut créer des applications. On écrit l'application avec TypeScript, et après l'application, elle est compilée. Et quand il est compilé ou bien transpilé, on obtient du JavaScript. C'est-à-dire que l'application finale qu'on va distribuer, c'est une application JavaScript. Donc, à partir de TypeScript, on va compiler l'application pour obtenir du JavaScript, c'est normal. Parce que les navigateurs web reconnaissent uniquement JavaScript, ils ne reconnaissent pas TypeScript. Donc, ça veut dire que votre application que vous développez avec TypeScript, donc, il sera converti en JavaScript. Alors, pour développer des applications Angular, donc, vous aurez besoin d'installer un certain nombre d'outils. Bon, le premier outil, généralement, qu'on utilise, d'ailleurs, que tous les développeurs front-end utilisent, c'est Node.js. Alors, Node.js, donc, c'est un outil qui permet d'installer un outil qui s'appelle Node Package Manager, NPM, qu'on va utiliser généralement, c'est avec lequel on peut installer les dépendances dans un projet. Alors, par exemple, pour installer donc NPM, on va l'utiliser une fois que vous installez Node.js. On va commencer par installer Angular CLI, Command Line Interface. Alors, pour installer donc les outils de Angular, donc on va utiliser npm install -g. On va l'installer d'une manière globale et on va installer donc Angular CLI. Alors, npm, il se connecte, il télécharge donc Angular CLI, il l'installe d'une manière globale. Une fois qu'il est installé, vous disposez d'une commande qui s'appelle ng. En fait, ng, c'est Angular. Donc, on va l'utiliser donc avec Angular CLI, si vous voulez. On peut créer un projet, on peut compiler, on peut tester le projet, on peut faire pas mal de choses. Donc, justement, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va créer d'abord un projet Angular en utilisant ng new et on va spécifier le nom du projet, par exemple, First App. Alors, c'est bien sûr, donc, la création du projet va permettre de générer la structure du projet. Une fois que le projet est créé, on peut le tester en utilisant la commande ngserve. Bon, ngserve, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord compiler le projet, ce qui va lui permettre de traduire les scripts, les fichiers TypeScript en JavaScript, parce qu'en fait, il faut qu'il compile. Mais également, il fait ce qu'on appelle un Webpack. Alors, le Webpack, si vous voulez, c'est une opération qui consiste à la fin
de générer un seul fichier index.html, c'est-à-dire dans votre application, il y aura une seule page index.html, un fichier JavaScript et un fichier CSS. Mais dans tous ces fichiers-là, donc il va inclure un peu, on va dire, les éléments qu'il faut pour que votre application puisse fonctionner. Et après, en même temps, un GSer va démarrer un serveur local qui fonctionne sur le port 4200. Donc, si vous tapez HTTP localhost 4200, donc vous allez voir quelque chose qui va s'afficher. Donc, ça, c'est votre application Angular. Et tout simplement, c'est la page index.html qui contient un composant web qu'on va voir qui s'appelle App Component. Bon, qui affiche des messages comme ça. Alors, pour éditer donc un projet Angular, donc vous avez à utiliser donc en fait un IDE. Alors, l'IDE, en fait, les IDE les plus utilisés généralement, c'est IntelliJ, notamment pour les outils comme outils de JetBrains. Donc, on peut utiliser également WebStorm, PHPStorm. Alors, tous ces outils-là, c'est la même chose. C'est presque le même IDE. Donc, ça, c'est pour la collection c'est-à-dire des outils de JetBrains. Ou bien, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle Visual Studio Code. Bon, également, c'est un outil qui est très populaire et qui est généralement utilisé par les développeurs front-end. Souvent, les gens qui font, par exemple, qui développent les applications back-end avec du Java, J2E, donc ils vont utiliser IntelliJ parce qu'en fait, IntelliJ, donc il fait beaucoup de choses. Vous l'utilisez aussi bien pour la partie back-end, pour la partie front-end, pour le mobile également. Tout ça, vous pouvez le faire avec IntelliJ. Alors que avec Visual Studio Code, donc avec Visual Studio Code, souvent il est utilisé dans la majorité des cas pour la partie front-end, mais également vous pouvez l'utiliser aussi pour la partie back-end. Alors en tout cas, quel que soit l'IDE que vous utilisez, donc vous pouvez éditer votre projet. Dans notre cas, on va essayer de commencer à changer les habitudes parce que jusqu'à présent, vous travaillez avec Eclipse comme IDEA, donc pour notamment développer vos applications Java. Alors Eclipse c'est un IDE bon, qui marche bien bon, jusqu'à une époque, mais sauf que là, pour la partie front-end, vous l'aurez constaté, pour tout ce qui est la partie HTML, CSS, JavaScript, etc., pour la partie front-end, bon, avec Eclipse, c'est pas très fameux. Donc, c'est la raison pour laquelle on va commencer à changer les habitudes. Dorénavant, au lieu de travailler avec Eclipse, on va plutôt travailler avec IntelliJ, donc comme IDE. D'ailleurs, c'est l'IDE le plus utilisé par les entreprises, c'est IntelliJ. Alors, en fait, un projet Angular, c'est un projet Node.js. Et un projet Node.js, c'est un projet qui contient le fichier package.json. En fait, le fichier package.json, c'est le fichier dans lequel on déclare les dépendances. C'est à peu près l'équivalent de POM XML pour un projet Maven. Donc, toutes les dépendances du projet sont déclarées dans le fichier package.json. Et d'ailleurs, toutes les dépendances qui sont téléchargées par NPM, parce qu'en fait, c'est notre package manager qui va lire ce fichier-là, et c'est lui qui va télécharger les dépendances qui sont déclarées dans ce fichier. Et toutes les dépendances de votre projet sont stockées dans un dossier qui s'appelle Node Module. Vous voyez ici. Alors, et après, par la suite, donc vous avez un dossier, donc vous avez un ensemble de fichiers de configuration du projet Angular, et vous trouverez également un dossier source dans lequel on trouve le code source de l'application. Alors maintenant, on va essayer donc de s'intéresser à l'architecture d'une application Angular, c'est-à-dire comment ça marche. Alors généralement, quand vous lancez un browser et vous tapez HTTP localhost par exemple 4200, la première page qui s'affiche, c'est index.html. Donc d'ailleurs, une application Angular, c'est une application de type single page application, c'est-à-dire une application avec une seule page, une application web avec une seule page, il a passé index.html. Index.html, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord charger Angular Framework. Donc, il est lié au framework Angular. Et le framework Angular va commencer à exécuter votre application. Et votre application, l'exécution de votre application commence par le fichier main.ts. Alors, main.ts, donc c'est le fichier TypeScript qui va s'exécuter en premier lieu. Nous allons voir tout à l'heure que dans main.ts, une seule instruction qui est importante à exécuter, c'est charger un module. C'est-à-dire dans main.ts, on va démarrer un module, sachant qu'une application Angular se compose de plusieurs modules. Et le premier module qui va être chargé s'appelle AppModule. Donc, en fait, AppModule se trouve dans le fichier app.module.ts. Une fois que le module est chargé,
Et bien, le module, qu'est-ce qu'il fait? Il va afficher quelque chose. Qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche ce qu'on appelle les Web Components. Alors, le premier composant qui va s'afficher s'appelle App Component. C'est ce que vous voyez ici. Alors, App Component, c'est la partie UI, c'est la partie qui va s'afficher dans votre application. Le premier composant qui s'affiche, c'est App Component. Et c'est à l'intérieur de App Component qu'on va continuer à afficher les autres composants qui sont à l'intérieur de App Component. Et généralement, les Web Components, les composants web dans Angular, donc, sont basés sur le pattern MVVM, modèle view, view model. Alors, en fait, la vue, c'est quoi? Il est représenté par la partie HTML et CSS, c'est la partie view. Et toutes les données qui sont affichées par la vue sont déclarées, sont stockées dans un objet qui s'appelle le modèle. De façon à ce que dès que une donnée du modèle change, automatiquement, la vue se rafraîchit. C'est-à-dire, les données sont affichées. Et quand il y a un événement qui se produit dans la vue, on fait appel à des méthodes qui se trouvent dans le modèle. Et donc, ça veut dire que le modèle, il est lié, plutôt la vue, il est lié au modèle via un mécanisme qui s'appelle data binding. En fait, le mécanisme de data binding, c'est un mécanisme qui permet de lier les données qui sont affichées dans la vue avec celles qui sont stockées dans le modèle. De façon à ce que dès qu'il y a une donnée qui change dans le modèle, automatiquement, la vue se rafraîchit. Alors, tout à l'heure, nous allons voir comment se fait le mécanisme de data binding. Alors maintenant, si vous voulez, on va voir le code source de chaque fichier. On va commencer par index.html d'abord. Alors, le fichier index.html ne contient pas grand-chose. Généralement, c'est un fichier que vous n'aurez pas besoin de toucher. Il ne contient rien. Il contient tout simplement dans body. Il va afficher un composant qui s'appelle AppRoot. Alors, justement, ce composant AppRoot, c'est le composant AppComponent qui va s'afficher. Donc, on va voir que AppComponent, il est associé à une valise qui s'appelle AppRoot. D'ailleurs, c'est ce que nous avons affiché tout à l'heure dans la page. Alors, vous voyez également que la partie JavaScript n'est pas, c'est-à-dire votre fichier HTML n'est pas lié à du JavaScript. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement parce que quand le compilateur, quand vous compilez l'application, c'est Angular CLI qui va se charger d'ajouter à ce fichier index.html les liens vers CSS et JavaScript. Alors, bien sûr, tout ça, si vous regardez le fichier index.html côté browser, vous allez trouver qu'il est lié à des fichiers en fait JavaScript et des fichiers CSS. Alors maintenant, parmi les fichiers JavaScript qui vont être chargés en premier lieu par index.html, c'est main.js. Alors, main.js, c'est le premier fichier, c'est le point d'entrée de l'application. Alors, ici donc main.ts, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une seule ligne qui est importante. C'est Platform Browser Dynamic ou un Bootstrap module. On va démarrer un module qui s'appelle AppModule. C'est-à-dire le main.ts, il va charger ce module-là que vous voyez ici. Nous allons voir que app.module.ts contient une classe qui s'appelle AppModule. Donc, ça veut dire main.ts va charger AppModule. Et maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans AppModule. Alors, AppModule, c'est quoi? Un module, c'est une classe. Dans TypeScript, pour créer une classe, on va utiliser le mot-clé classe AppModule. Et généralement, on ajoute export. Alors, dans TypeScript, le fait d'ajouter une classe avec export, ça veut dire qu'on peut l'importer. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans un autre module. Alors, donc, la classe AppModule, pour que ce soit un module, il utilise des annotations. C'est ce qu'on appelle dans Angular les décorateurs. En fait, Angular, il les appelle les décorateurs. Et donc, un module, c'est une classe qui utilise le décorateur ngModule. Alors, dans ngModule, donc, vous avez un certain nombre d'attributs qu'on va spécifier, notamment les déclarations. Alors, dans déclaration, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc, on va déclarer les composants, les web components. Alors, tous les composants web qui sont affichés, tous les composants web qui vont être utilisés à l'intérieur du module doivent être déclarés dans la partie déclaration. Alors, vous voyez, pour le moment, il y a un seul web component qui est dans l'application, c'est App Component. Alors ensuite, dans la partie import, c'est un tableau dans lequel on va déclarer les modules qu'on veut importer. Alors, en effet, dans un module, on a besoin d'utiliser d'autres modules. Alors, par défaut, donc, le module qui est utilisé par défaut, c'est Browser Module. Mais par la suite, nous aurons besoin, par exemple, dans la gestion des formulaires, on va importer un module qui s'appelle Forms Module.
Et pour tout ce qui est la partie, par exemple, la communication avec la partie backend avec HTTP, on va utiliser un module qui s'appelle HTTP Client Module, etc. Donc, ça, c'est la partie import. Alors, en fait, Angular, l'un des points forts de Angular, c'est que il permet de séparer la logique présentation avec la logique applicative. C'est-à-dire que tous les traitements de JavaScript ou bien les traitements de la partie front-end de Angular, généralement, ils sont séparés dans des classes spéciales qu'on appelle les services. Donc, et du coup, donc, à chaque fois qu'on a besoin de faire un traitement, on le fait dans ce qu'on appelle des services. Et donc, si vous avez dans votre application un service, donc vous aurez besoin de le déclarer dans la partie providers. Donc, provider, c'est ici qu'on déclare les services de l'application. Et après, par la suite, donc, le module a besoin de démarrer. Le premier composant qui va être chargé par le module, c'est ce que vous voyez ici dans Bootstrap. Alors, dans Bootstrap, on voit ici, il y a App Component. Ça veut dire que ce module-là, il va charger en premier lieu App Component, qui est le composant principal. Donc, ça, c'est la structure d'un module. Alors, donc, le module va afficher App Component. Alors, maintenant, on va voir App Component, qu'est-ce qu'il contient. Alors, en fait, App Component, c'est un composant web Angular, généralement, se compose de 4 fichiers. Bon, il y a la partie HTML des composants, c'est la partie view, dans le fichier appcomponent.html. Vous avez la partie TypeScript du composant, c'est une classe qui s'appelle appComponent. Vous avez la partie CSS qui se trouve dans le fichier app.component.css. Et enfin, vous avez un quatrième fichier qui va être utilisé pour les tests unitaires. C'est pour créer des tests unitaires. Il se trouve dans le fichier qui s'appelle appcomponent.spec.ts. Alors, d'abord, la partie la classe, c'est-à-dire le fichier appcomponent.ts, qu'est-ce qu'il contient? Il contient tout simplement donc une classe appcomponent dans laquelle souvent on va déclarer les données qu'on veut afficher dans la partie view. Par exemple, ici, vous avez une variable title égale à app. Alors, pour pouvoir afficher la valeur de la variable title dans la partie HTML, ben, on va utiliser tout simplement ici title entre double accolade. Alors, title entre double accolade, ça c'est ce qu'on appelle, c'est le data binding et c'est ce qu'on appelle string interpolation. Donc, string interpolation, c'est tout simplement, c'est afficher tout simplement sous forme d'une chaîne de caractères la valeur d'une variable qui se trouve dans la classe des composants. Donc, c'est ici la valeur de title qui va s'afficher. Alors, pour que ce soit la classe, pour que ce soit un web component, donc il utilise le décorateur component. Et dans le décorateur component, on trouve ici selector, dans lequel on spécifie le selector, c'est-à-dire qu'il est le nom de la valise qu'il faut utiliser pour afficher le composant. Alors d'ailleurs, ici c'est AppRoot, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle vous voyez tout à l'heure, dans la partie body, le composant il est affiché avec AppRoot. Alors ici on peut mettre ce qu'on veut, donc ici c'est le selector. Template URL, on spécifie le chemin où se trouve la partie HTML des composants. Et style URLs, donc on spécifie les fichiers dans lesquels se trouvent les styles CSS des composants. Et après le dernier fichier, donc c'est pour les tests unitaires. Bon, pour les tests unitaires, donc Angular utilise un framework JavaScript qui s'appelle Jasmine, qui est utilisé dans JavaScript pour créer des tests unitaires à l'image de JUnit pour les applications Java. Et avec Angular, quand vous tapez la commande ngTest, ça permet de parcourir le projet et à chaque fois qu'il trouve un fichier .spec.ts, bah, c'est un test unitaire, il va l'exécuter. Et quand il l'exécute, après, il va vous dire quels sont les composants qui marchent bien, quels sont les composants qui ne marchent pas, etc. Ça, vous voulez, c'est la structure globalement de notre projet. Donc, en résumé, donc, quand une application Angular, c'est une application de type Single Page Application, Angular démarre, il exécute en premier lieu main.ts. Main.ts va charger le module AppModule et AppModule va charger le composant AppComponent. Alors maintenant, nous allons voir les Web Components, comment créer des composants web. Alors, d'abord, la structure d'un projet Angular. Donc, un projet Angular, généralement, c'est un projet qui se compose de plusieurs modules. Mais au minimum, il y a un module. C'est-à-dire le premier module qui sera chargé, c'est le module racine, ou bien le module principal.
Ça c'est d'ailleurs le fichier app.module.ts. Alors maintenant, à l'intérieur d'un module, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les web components, c'est la partie UI, c'est la partie interface. Alors dans les components, le premier web component qui sera chargé, c'est ce qu'on appelle root component. Alors dans notre cas, c'est app component que nous avons montré tout à l'heure. Mais à l'intérieur de App Component, on va également afficher d'autres composants. Par exemple, à l'intérieur de C1, j'affiche C2, j'affiche C3, C4. À l'intérieur de C2, j'affiche C5 et C6. Ça veut dire que la page qui s'affiche dans index.html, le contenu qui s'affiche dans index.html, ça représente quoi? Ça représente une hiérarchie de Web Components. Alors, autrement dit, donc, si je regarde cette page telle qu'il est maintenant ici, c'est quoi ça finalement? C'est des composants. Vous voyez donc la première page qui s'affiche, c'est root component, c'est-à-dire c'est la page qui contient le tout, c'est-à-dire le cadre qui contient le tout. À l'intérieur de root component, donc je trouve ça c'est un web component, ça c'est un web component, la même chose ici, la même chose là. Donc c'est-à-dire finalement tout ce que je vois là, c'est une hiérarchie de composants. Et le composant racine, c'est celui-là, c'est le composant qui contient tous les web components. Alors dans notre cas, avec Angular, le composant racine c'est root component et le composant qui est chargé. Donc, les web components, c'est la partie la plus importante d'une application web, Angular, parce que c'est là on aura la partie interface. Mais quand dans le cas où il y a un événement qui se produit dans un web component, quand il y a un événement qui se produit, on a besoin de faire un traitement. Et pour faire un traitement, on ne fait pas les traitements dans les composants, mais plutôt on fait appel à ce qu'on appelle des services. Donc, un service, c'est quoi? C'est une classe qu'on va créer et dans laquelle on va programmer les traitements. Donc, si vous voulez, c'est la couche métier de la partie front-end, si vous voulez. Donc, en fait, l'utilisation d'un service peut être utilisée dans un composant via le mécanisme de l'injection des dépendances. En fait, un service, pour l'utiliser, il faut l'injecter dans le web component. Et de ce fait, donc, un service la même instance du service peut être injectée dans plusieurs composants. C'est-à-dire le même service, je peux l'utiliser dans n'importe quel component. Et en même temps, un service peut utiliser un autre service. Donc, via toujours le mécanisme de l'injection des dépendances. Alors, donc, globalement, les services, ils sont faits pour la logique applicative, c'est-à-dire c'est pour séparer la logique présentation avec les traitements, ce qui est assez pratique. Donc, si votre service contient un état, c'est-à-dire s'il contient des données, là, ça va donner la possibilité de partager ces données et ces traitements dans plusieurs composants. Donc, autrement, ça va être délicat de créer l'application. Alors, les deux autres web components qui sont plutôt les deux autres composants de Angular sont les pipes. Les pipes, c'est ce qu'on appelle les directives. Pour les directives, c'est quelque chose qu'on connaît déjà dans HTML5. Par exemple, quand vous mettez input type égale à texte. Après, vous utilisez required. Ça, c'est du HTML5. En fait, type, c'est un attribut parce qu'il a une valeur. Mais required, c'est une directive. Une directive, ça veut dire quoi? Ça veut dire une directive, généralement, elle est associée à une fonction JavaScript derrière qui permet de faire le traitement. Par exemple, ici, pour un champ de type input, plutôt la directive required permet de vérifier la donnée saisie dans la zone de texte, est-ce qu'il y a une valeur ou non. Alors, avec Angular, vous pouvez créer vos propres directives. Par exemple, vous pouvez ajouter une directive qui s'appelle test et pour laquelle vous lui associez un traitement. Donc, ça, c'est les directives, si vous voulez. Donc, on peut créer des directives avec Angular. Et après, également, il y a, si vous voulez, ce qu'on appelle les pipes. Alors, en fait, les pipes sont utilisés pour formater les données. Par exemple, vous voulez afficher la date de naissance. Vous utilisez donc string interpolation comme ça. Mais après, la date de naissance, c'est une date. Donc, vous avez besoin de la formater. On va afficher le jour, le mois, l'année, ou l'année, jour, mois, etc. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour formater les données, on utilise les pipes. Et on utilise un pipe, par exemple date. Et on peut lui donner, c'est-à-dire les paramètres. Par exemple, ici, on va utiliser le jour, par exemple, mois et année. Je voudrais afficher la date de naissance avec ce format-là. Alors, donc, date, c'est un pipe. C'est un pipe qui est utilisé par défaut. Ça veut dire quoi, un pipe? C'est une fonction JavaScript qui reçoit en paramètre
la date de naissance et les paramètres du pipe, et qui va retourner une chaîne de caractères qui va être affichée tout simplement. Alors, ça veut dire que je peux bien créer, par exemple, un pipe dans lequel, si j'affiche, par exemple, un paramètre, une variable description, supposons que la description contient beaucoup de texte, et moi, je voudrais afficher que, par exemple, les 5 premiers caractères de la description. Je peux créer, par exemple, un pipe qui s'appelle first five, par exemple. Je l'appelle comme ça, first five, par exemple. C'est-à-dire, j'affiche que les 5 premiers caractères de la description. Donc, ça veut dire que first five, c'est quoi? C'est une fonction JavaScript. C'est un pipe qui reçoit en paramètre, en input, la description et qui permet de retourner les 5 premiers caractères de la description. Donc, les pipes sont très pratiques pour formater les données dans la partie UI. Alors, donc, en résumé, donc, un module, généralement, est formé par un certain nombre de composants Angular. Le plus important, c'est les components, les web components et les services. Et après, accessoirement, donc, vous avez également la possibilité d'utiliser les directives et les pipes. Alors, ça, c'est l'architecture de base de Angular. Alors, si vous voulez, maintenant, on va essayer donc de voir comment créer les composants, les web components. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous n'avez pas de questions jusque-là? Oui, c'est clair, monsieur, je suis. OK. Alors, ici, donc, pour les web components, donc, on peut dire que pour créer un web component, un composant web avec Angular, on utilise la commande ng generate component. Et après, on spécifie le nom du composant. Par exemple, ici, ng generate component about. Ça permet de générer un dossier qui s'appelle about, dans lequel on trouve les 4 fichiers des composants. Vous voyez donc about component CSS, about component HTML, about component TS et about component.spec.ts. Et la même chose, ng generate component contact, ça permet de générer le composant contact component avec les 4 fichiers. Donc, il y a un dossier contact dans lequel vous allez trouver les fichiers du composant. Alors, si on regarde le contenu de chaque composant, par exemple, about component, ben, en fait, un composant, comme je viens de dire tout à l'heure, donc se compose de 4 fichiers. Bon, il y a la partie, vous voyez donc le fichier about component HTML, donc dans lequel vous trouverez donc du code HTML que vous allez ajouter. Et après, il y a la classe des composants qui se trouve dans about component.ts qui représente le modèle. Alors ici, donc, c'est une classe qui s'appelle about component qui implémente une interface en init. Et quand on implémente l'interface en init, ça veut dire qu'on est obligé de redéfinir la méthode ng on init. Alors, en fait, la méthode ng on init, c'est la méthode qui s'exécute pour l'initialisation. Donc, si vous voulez exécuter un traitement au démarrage du composant, au moment du chargement du composant, donc, on va utiliser, donc, on va le faire à l'intérieur de la méthode ng on init. Et après, vous avez le constructeur. Alors, en fait, un constructeur est utilisé uniquement pour l'injection des dépendances. C'est pour injecter des services. Alors, avec Spring, on utilise AutoWire pour injecter des services, mais également, on peut injecter des services via le constructeur. Alors, maintenant, Angular, pour injecter un service, donc, il suffit de déclarer le service dans le constructeur et après, il va l'injecter. Alors, après, donc, pour que ce soit un web component, donc, vous voyez, donc, on utilise le décorateur component, il y a le selector. Comme je disais tout à l'heure, ça représente le nom de la balise que vous voulez utiliser pour afficher le composant au niveau de la HTML. Template URL, c'est pour spécifier le fichier qui contient la partie template, c'est-à-dire la partie HTML, view. Et style URLs, donc c'est un tableau qui contient les styles CSS qui vont être utilisés pour ce composant. Alors, tous les styles que vous déclarez dans appComponent.css, c'est des styles qui ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur du composant. Mais si vous voulez créer des styles CSS que vous voulez utiliser d'une manière globale, alors sachez que dans votre projet, il y a un fichier qui s'appelle style.css. Lui, tout ce que vous déclarez là, il va être inclus dans tout. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel composant. Alors maintenant, dans le selector, donc en fait, comme je disais, donc c'est le nom de la balise utilisée, mais en réalité pour selector, il y a 3 formes qu'on peut utiliser pour insérer le composant dans la partie HTML. Donc on peut utiliser selector
on peut utiliser la syntaxe suivante. Selector de point appAbout. Alors, dans ce cas-là, pour afficher le composant, on va utiliser la balise appAbout/appAbout. Ou bien, on peut utiliser selector de point appAbout entre crochets. Dans ce cas-là, pour afficher le composant, on va utiliser sous forme d'une directive. Par exemple, je crée un div et j'utilise appAbout. Donc, automatiquement, le composant va s'afficher à l'intérieur du div. Encore, la troisième forme, c'est utiliser la forme d'une classe CSS en utilisant selector de point appAbout. Alors, dans ce cas-là, pour afficher le composant dans la partie HTML, on va, dans n'importe quel composant HTML comme div, on va déclarer une classe qui s'appelle appAbout. Vous voyez donc afficher le composant avec une directive, plutôt avec une balise, ou bien une directive, ou bien sous forme d'une classe CSS, ça produit le même résultat. Alors, quoique dans la majorité des cas, donc on utilise des balises comme ça, mais sachez quand même qu'avec Angular, vous avez trois formes de selector que vous pouvez utiliser. Alors, une fois qu'un composant est créé, pour pouvoir l'utiliser dans le module, donc j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'il soit déclaré dans le module, dans la clause déclaration. Vous voyez donc ici dans déclaration, vous voyez app component, about component, contact component. Mais généralement, vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Pourquoi? Parce que quand vous générez ici avec ng generate component about, vous voyez donc ici create, il crée les quatre fichiers, mais vous voyez ici update. C'est-à-dire il va mettre à jour app.module.ts. C'est-à-dire que quand vous créez un composant avec la commande ng generate component, automatiquement il va les ajouter, il va les déclarer dans la partie déclaration. Mais si vous créez un composant manuellement, avec des copies-collées parfois, dans ce cas-là, il faudrait les déclarer également manuellement. Alors, donc je disais tout à l'heure, l'un des points forts de Angular, c'est le data binding. En fait, dans les composants web, si vous voulez, le data binding, c'est quoi? Le data binding, c'est un mécanisme qui permet de lier les données qui sont affichées dans la vue, dans la partie HTML, avec des variables qui sont déclarées dans le modèle, dans la classe du composant. Alors, pour faire le data binding, on peut le faire dans un sens, par exemple, dans ce sens-là. On peut le faire dans l'autre sens, comme on peut faire ce qu'on appelle un two-way binding. Alors, par exemple, si vous avez une variable data dans la classe des composants, si vous voulez afficher sa valeur, on va utiliser donc string interpolation, notamment data entre de doubles accolades, donc ce qui permet notamment d'afficher la valeur de la variable data. Alors, ça veut dire que dès que la valeur de data change, automatiquement, il s'affiche dans la partie view. Donc, je n'ai pas besoin de faire un refresh. Ça, c'est de la programmation réactive. Dès que la donnée change, automatiquement, il s'affiche dans la vue. Alors, concrètement, comment ça se fait? Angular utilise le design pattern qui s'appelle observer. En fait, observer, c'est que la variable, c'est un observable. Et ici, donc, le data, avec ce texte-là que j'affiche ici, il fait ce qu'on appelle un subscribe vers l'observable. Et quand il fait un subscribe, ça veut dire quoi? Dès que la valeur de data change, automatiquement, il reçoit l'information. Et automatiquement, il se met à jour. Donc, je n'ai pas besoin de le faire dans mon application. Il suffit de faire ce lien. Et après, vous laissez le mécanisme de data binding assurer que toutes les données qui sont affichées sont représentées, c'est des données qui sont dans le modèle. Et dès que les données du modèle changent, automatiquement, la vue se rafraîchit. Donc, on n'aura pas un décalage entre les données qui sont stockées dans la vue et ce qui est affiché. Donc, ça, c'est grâce au data binding. Alors, on peut également faire le data binding dans l'autre sens, notamment dans le cas où vous avez des événements. Par exemple, vous avez un bouton dans lequel, une fois qu'on clique sur le bouton, on fait appel à un attribut qui s'appelle click, par exemple, égale doSum. C'est-à-dire, quand je clique sur le bouton, je fais appel à une fonction JavaScript qui se trouve dans la classe du composant qui s'appelle doSum, par exemple, de quelque chose. Également, on peut faire ce qu'on appelle un two-way binding. Alors, c'est le cas des formulaires. Vous avez un champ de type input de saisie, type texte, et dans lequel j'utilise ngModel, entre parenthèses, entre crochets. Alors, entre parenthèses, ça veut dire c'est data binding dans ce sens, et entre crochets, ça veut dire dans l'autre sens. Alors, si vous mettez ngModel égale data, ça veut dire que dès que je vais modifier la valeur de la variable data, automatiquement, il va s'afficher dans la zone de texte.
Et quand je vais saisir une donnée dans la zone de texte, automatiquement, elle va être stockée dans la variable data. C'est-à-dire, je fais, soi-disant, un two-way binding. Donc, vous avez, donc, si la donnée change, la variable change, on va l'avoir dans la zone de texte. Et si on modifie la zone de texte, ce qu'on a dans la zone de texte, ça représente exactement ce qui est dans la variable data. Donc, on n'a pas besoin de faire un refresh ou quelque chose. Donc, ça se fait, c'est-à-dire via ce mécanisme de data binding. Alors, pour comprendre le mécanisme de data binding, donc vous avez en quelque sorte ici un petit exemple très simple dans lequel je vois dans la classe AppComponent, je vois ici un objet info qui contient les attributs le nom, email, téléphone. Alors, pour pouvoir afficher ces données-là dans la partie HTML, ici, j'ai besoin de faire string interpolation. Donc, autrement dit, ici, dans la partie About Component HTML, je vais utiliser info.nom entre double accolade, info.email, info.téléphone. Donc, ça, c'est string interpolation. Dès que je change la donnée ici, automatiquement, si je change la donnée, il va s'afficher automatiquement. Donc, ça, c'est string interpolation. Alors, vous avez également une zone de texte dans laquelle je vais faire un two-way binding, c'est-à-dire, je voudrais que la donnée que je vais saisir dans la zone de texte, je voudrais qu'elle soit stockée dans la variable message de l'objet comment. Et si je change la valeur de la variable message, je voudrais qu'elle s'affiche dans la zone de texte. Alors, pour cela, donc, j'utilise donc input type égal à texte, ngModel, entre parenthèses, entre crochets. Ici, donc, je vais utiliser comment.message. Ça veut dire que la donnée que je vais saisir dans cette zone de texte, elle va être automatiquement stockée dans la variable message. Vous voyez ici. Et si je change la valeur de message, il va s'afficher dans la zone de texte. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle two-way binding. Alors, vous avez également, quand je clique sur le bouton, je voudrais faire appel à la fonction addComment. Alors, ici, c'est un data binding dans ce sens-là. Alors, pour cela, donc, j'ai le bouton, clic, entre parenthèses, et addComment. C'est-à-dire, quand je clique sur le bouton, j'exécute la fonction addComment que vous voyez ici. Alors, maintenant, dans addComment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la valeur qui se trouve dans la zone de texte et je vais ajouter ce commentaire dans un tableau qui s'appelle Comments. Ici, c'est un tableau. Donc, j'utilise ici thisComment.push. Donc, je vais pousser dans ce tableau-là. Je vais mettre les données que je vais saisir, et, notamment après le clic sur le bouton addComment. Après, qu'est-ce qui reste? Il reste à faire une boucle et d'afficher le contenu de comments. Comme ça, directement, la donnée que je vais saisir là, elle s'affiche automatiquement ici. Alors, pour faire une boucle, donc, on va utiliser, par exemple, une liste UL dans laquelle vous avez LI et je vais faire une boucle de type ngFor. Alors, en fait, avec TeamLeaf, on a vu que pour faire une boucle, on va utiliser TH-each, notamment pour faire boucler sur un ensemble de données. Côté front-end avec Angular, on va utiliser ngFor. Alors ici, donc l'expression, c'est let C of comments, c'est-à-dire pour chaque commentaire C de la liste des commentaires. Donc, je parcours donc ce tableau et j'affiche tout simplement quoi? J'affiche C.date et j'affiche C.message, sachant que pour moi, le commentaire est défini par la date et le message. Alors, dès que j'ajoute une information dans ce tableau, il s'affiche automatiquement ici. Et si je supprime une information du tableau, il va être supprimé automatiquement. C'est-à-dire ça, c'est bien ça le data binding. Alors maintenant, dans cet exemple-là, vous avez également ici un ngIf. Moi, ce que je veux ici, un div ngIf comment.length, c'est-à-dire si le tableau comments.length est supérieur à 0, c'est-à-dire s'il contient des données, dans ce cas-là, j'affiche la liste des messages. Sinon, else, je vais afficher un élément qui s'appelle no comments. No comments. Alors ici, donc, je vois ici un élément qui s'appelle ngTemplate dont id égale no comments. Ici, par exemple, ici, il n'y a pas de commentaire, donc le message qui va s'afficher, c'est la liste des commentaires est vide. Alors ça, c'est un peu le principe de base de Angular au niveau des web components. Il y a un dernier type de data binding qui est le property binding. Alors, c'est le cas ici où vous avez un bouton. Moi, je voudrais activer ou bien désactiver le bouton selon la valeur d'une variable qui s'appelle newComment. C'est-à-dire, si la variable newComment égale à false, le bouton va être activé. Si il est égal à true, je voudrais le désactiver. Alors, comment je vais faire ça? Ben, dans le bouton, je vais ajouter ici une propriété qui s'appelle disabled entre crochets égale newComment. C'est-à-dire que si la variable newComment égale à true,
le bouton va être désactivé. Sinon, il ne sera pas désactivé. Donc ici également, c'est-à-dire c'est un data binding qui s'appelle property binding. Alors voilà donc ce qui concerne, si vous voulez, le data binding. Alors si vous voulez inclure, si vous voulez intégrer Angular, plutôt Bootstrap dans votre application Angular, vous installez Bootstrap avec un npm, donc Node Package Manager. J'installe d'abord Bootstrap. Alors si vous mettez pas de version, donc par défaut il va télécharger la version 4. Donc sinon vous mettez ce que vous voulez. Une fois que Bootstrap est chargé dans un Node module, ben, tout simplement, qu'est-ce qui reste? On va l'intégrer. Alors, pour l'intégrer, le moyen le plus simple, c'est d'aller vers le fichier angular.json, un fichier angular.json, dans lequel vous allez trouver quelque part, plutôt, vous allez trouver styles, et dans lequel vous avez les styles CSS que Angular va ajouter automatiquement à index.html. Vous voyez, donc par défaut, il ajoute un style.css, et après, je vais ajouter bootstrap.min.css qui se trouve dans Node module. Alors, c'est la même chose pour JavaScript. Si vous avez par exemple jQuery que vous voulez ajouter, il faut le déclarer dans la partie scripts. Alors, en fait, vous n'avez pas besoin de le faire manuellement directement sur index.html. Vous le déclarez directement dans le fichier Angular.json. Et si vous faites ng-cert, ben, ça veut dire qu'il va lire ce fichier-là. Quand il va le lire, il va mettre à jour, il va générer donc ces liens-là, ou bien ces feuilles de style. Le lien vers les feuilles de style, il va les générer, il va les ajouter automatiquement index.html. Alors ça donne quelque chose comme ça. Bon, après, il y a dans l'utilisation des web components, vous avez un mécanisme qui est souvent posé, comment faire la communication entre les composants. C'est-à-dire, supposons j'ai une hiérarchie de composants. Ici, vous avez par exemple C1 à un moment donné qui va afficher C2. Et quand C1 affiche C2, il a besoin de lui transmettre des paramètres au moment de l'instanciation. Alors en fait, dans Angular, quand on transmet les paramètres au moment de l'instanciation, on ne va pas utiliser le constructeur parce que dans le composant, on n'utilise pas la classe, mais on utilise uniquement le selector, c'est-à-dire la partie HTML. Donc pour cela, on va utiliser donc un décorateur qui s'appelle input. Donc avec le décorateur input, on peut déclarer les paramètres d'entrée du composant. Et après, supposons également, quand je clique sur un bouton dans C2, j'ai besoin de faire un traitement dans C1. Donc C1, c'est Parent Component et C2, c'est Child Component. Alors pour faire ça, quand je clique, je fais appel à un traitement qui se trouve dans Parent Component. Alors c'est très utile. Alors dans ce cas-là, on va utiliser un décorateur qui s'appelle Output. Alors comment on fait ça? Ben, on le fait de la manière suivante. Alors on utilise, par exemple ici j'ai App Component, qui est les web Parent Component, et dans lequel j'ai Item Details Component qui est Child Component. Alors maintenant, pour pouvoir, à l'intérieur de Parent Component, je vais afficher App Item Details, c'est-à-dire ce composant-là. Donc, vous voyez donc Item Details Component, il a besoin d'un paramètre item de type string, et j'utilise ici input, le décorateur input. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je veux, dans Parent Component, pour afficher App Item Details, donc je vais écrire la balise App Item Details, et j'utilise donc item, égale à quoi? Égale current item, et je lui transmets la valeur. Donc c'est une manière, dans Parent Component, il va instancier Child Component et il lui transmet un paramètre. Et pour transmettre les paramètres, donc généralement, vous avez besoin de déclarer les attributs du composant avec le décorateur input. Et après l'inverse, c'est quoi? C'est que quand il y a un événement qui se produit dans child, j'ai besoin d'émettre un événement qui va remonter vers Parent Component. Alors pour le faire, comment on le fait? Dans Item Component, c'est-à-dire dans Child Component, je déclare en fait un paramètre, par exemple New Item Event, et j'ajoute le décorateur Output. Et là, on a besoin d'instancier donc cet événement avec un objet de type New Event Emitter. Et quand on va émettre un événement, on va spécifier le type de paramètre qu'on veut envoyer dans l'événement. Qu'est-ce qu'on veut envoyer comme paramètre avec cet événement-là?
Et dans child component, par exemple, dans la méthode addItem, j'imagine que quand je clique sur un bouton, je fais appel à addItem. Dans ce cas-là, je vais, à partir de child component, je vais remonter un événement vers parent component. Comment? This.new item event .emit. Je vais émettre un événement et je lui transmets le paramètre, la valeur. Alors, dans ce cas-là, comment parent component va traiter cet événement? Ben, tout simplement, au moment de l'instanciation, c'est-à-dire quand j'affiche ce child component, c'est app_item output, j'ajoute tout simplement ici l'événement new event, c'est-à-dire celui-là. C'est-à-dire quoi? Quand j'affiche, je lui dis quand il y a un événement de type new event arrive à partir de ce composant, je vais faire appel à la méthode addItem. Et addItem, donc c'est une fonction qui se trouve par exemple dans le composant. Alors bien sûr, donc ici addItem, je lui transmets le paramètre ici qui est transmis avec le paramètre event avec $, parce qu'en fait, ça permet de récupérer la valeur de l'événement. Alors en résumé, donc pour faire la communication entre les composants web, entre une hiérarchie de composants, vous avez quand parent component veut transmettre des données vers un child component, il faut passer via des attributs qui utilisent le décorateur input. Et quand un événement qui se produit dans child component, pour qu'il soit traité par parent component, donc on va utiliser des attributs de type output, c'est-à-dire l'élément output. Alors, seul problème, c'est que quand vous avez une hiérarchie qui est assez complexe, imaginez que vous avez par exemple C1 qui contient C2 et C2 contient C5. Et moi, quand je clique sur un bouton dans C5, je voudrais faire un traitement qui se trouve dans C1. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Quand je clique sur un bouton de C5, je dois émettre un événement vers C2. Et C2, quand il reçoit cet événement, il va encore émettre un autre événement vers C1. C'est-à-dire il faut faire remonter l'événement jusqu'à l'endroit où vous voulez le traiter. Et quand vous avez une hiérarchie complexe, ça devient un peu compliqué de gérer ça. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans les applications Single Page Application, d'une manière générale, vous avez besoin d'utiliser une solution de ce qu'on appelle le state management. State management, par exemple, dans React, il y a Redux, qui est un framework qui est utilisé pour faire le state management. Alors, dans Angular, il y a NGRX. NGRX, si vous voulez, c'est une solution de Angular qui permet de faire ce qu'on appelle le state management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les données de l'application, on va les stocker dans un objet unique qui s'appelle le state. Donc, ce qui fait qu'avec un gestionnaire du state, bah, à partir de n'importe quel composant, je peux accéder au state pour récupérer les données. Donc, ça évite de faire parfois une communication à travers la hiérarchie de composants. Sinon, parfois, il y a des données qu'on peut partager via des services. Parce qu'en fait, une même instance d'un service peut être injectée dans plusieurs composants. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on va faire maintenant. Dans un premier temps, on va plutôt se baser sur les composants et les services. C'est largement suffisant pour d'abord maîtriser donc, Angular avant. L'année prochaine, on aura l'occasion de travailler avec une solution de state management. C'est très pratique parfois. Alors en fait, on va dire l'avant-dernier point, donc c'est les services. Donc nous avons dit que les services, c'est quoi? C'est des classes dans lesquelles on implémente les traitements de l'application. Dans Angular, la partie UI, c'est les composants et les traitements, c'est dans les services. Alors en effet, donc un service, pour utiliser un service dans un composant, il faut faire l'injection des dépendances. Donc un service, il est injecté dans un composant. On peut injecter également un service dans un autre service. Et pour pouvoir faire cette injection des dépendances, syntaxiquement, on peut le faire de deux manières. Soit vous créez une classe, par exemple, qui s'appelle exemple component, dans lequel je veux insérer un service qui s'appelle exemple service. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je déclare un attribut de type exemple service. Bon, avec Spring, on ajoute la notation auto-wired pour faire l'injection. On peut également le faire via le constructeur dans Spring, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser auto-wired. D'ailleurs, il est plus préférable de le faire via le constructeur de la manière suivante. Donc,
avec Angular, donc pour injecter via le constructeur, vous déclarez un paramètre de type exemple service et vous utilisez this.example service égale exemple. Alors là, c'est l'injection des dépendances. Alors, sauf qu'avec TypeScript, vous n'avez pas besoin d'écrire tout ce code-là. Il suffit donc dans le constructeur déclarer un objet de type exemple service et vous ajoutez soit private, soit public. Alors, automatiquement, ces paramètres-là, ils deviennent un attribut pour la classe. Donc, ça, c'est plus simple de faire ça. C'est comme ça qu'on va le faire souvent. Alors, en fait, un service Angular, c'est une classe dans laquelle on utilise le décorateur injectable. Donc, ça, c'est pour que ce soit un service injectable. Alors, en fait, injectable, ça veut dire que tout simplement, au démarrage de l'application, le module va instancier ce service-là. Et après, une fois qu'il est instancié, et bien, tout simplement, on peut l'injecter dans n'importe quelle partie de l'application, que ce soit des composants ou bien d'autres services. Et pour l'injecter, il suffit d'aller vers le constructeur de soit du service ou bien du composant et vous déclarez un objet de type exemple service et vous ajoutez private ou bien public. Alors, quand on crée généralement, quand on crée un service, alors si vous voulez l'injecter, qu'est-ce qu'il fait Angular? Angular dispose de ce qu'on appelle un injecteur. Bon, un injecteur, c'est là où les services vont être gardés. C'est-à-dire quand un service est instancié, il se trouve dans l'injecteur, c'est une liste, c'est un conteneur si vous voulez, de services. Et une fois que dans un composant, vous déclarez un objet de type ce service, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher dans l'injecteur, est-ce qu'il y a cette instance? S'il existe, il va l'injecter. S'il n'existe pas, il va l'instancier. Et après, il va l'injecter par la suite. Alors, j'avais dit tout à l'heure que pour pouvoir utiliser un service dans un module, il faudrait déclarer les services dans le module, dans la partie providers. Par exemple, si j'ai ici un service qui s'appelle about service, exemple service, donc il doit être déclaré dans le module. À moins si vous voulez que le service soit disponible dans la racine du projet, c'est-à-dire dans le module racine, c'est-à-dire pour toute l'application, on peut le faire directement ici dans la notation en ajoutant injectable à l'intérieur de injectable, entre parenthèses, l'attribut provided in égale root. C'est-à-dire vous dire, ce service-là, je voudrais qu'il soit disponible dans la racine du projet. Alors, sinon, vous voulez déclarer dans le module. Alors, il y a un autre point qui est très important dans Angular, c'est le système de routage. Alors, nous avons dit que Angular permet de créer une application de type single page application. Ça veut dire que l'application, c'est tout simplement index.html. Il y a une seule page, index.html. Et après, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on va naviguer entre les différents éléments de la page? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle des routes. Alors, par exemple, dans le module pour créer des routes, on va déclarer une variable appRoutes de type routes, dans lequel nous avons un tableau de routes. Alors, chaque route est définie par le path. Par exemple, ici, path égale about. Et component, c'est quoi le composant associé? C'est about component. Ça veut dire quoi? Quand je vais taper http localhost /about, il va m'afficher about component. Quand je vais taper http localhost /contact, il va m'afficher contact component. Si je mets rien, je mets une chaîne vide, il va rediriger vers about. Alors ça, je peux créer des routes comme ça. Chaque route, il est associé à un composant, un web component. Alors pour pouvoir utiliser ces routes, d'abord il faut importer le module route en module. Et vous le configurez avec la méthode forRoute et vous lui transmettez la liste des routes avec appRoutes ici. Pour pouvoir utiliser ces routes-là, par exemple appComponent, on va créer deux boutons, About et Contact. Quand je clique sur le bouton About, je vais afficher le web About Component et quand je clique sur Contact, j'affiche Contact Component. Alors pour faire ça, donc il suffit de créer un bouton, par exemple ici About, dans lequel vous ajoutez l'attribut router link égale /about. Ça veut dire quand je clique sur le bouton, je fais appel à une route qui s'appelle /about. Et /about, c'est quoi? C'est about component. Donc automatiquement, about component va être instancié. Il va générer son rendu. Et son rendu va être affiché quelque part dans la page. Où est-ce qu'il va l'afficher? Eh bien, il va chercher un élément qui s'appelle router outlet.
C'est-à-dire que le rendu du composant, il va être affiché à l'intérieur de l'élément router outlet. Donc, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'élément router outlet dans la page, ben, tout simplement votre composant ne va pas apparaître. Parce qu'en fait, le système de routage, quand vous lui dites je veux afficher about component, il génère le rendu, et l'instancier génère le rendu. Après, il va chercher router outlet. Alors, pour faire appel à une route, donc on peut le faire via l'attribut router link, mais également on peut le faire via un événement de type click. Par exemple, le bouton click, quand je clique, je fais appel à onAbout, et dans la méthode onAbout, je fais this.router.navigate. Donc, je vais faire appel au router.navigate, je vais naviguer, ou bien je vais faire navigate by URL, et je peux mettre soit about ou bien /about. C'est-à-dire, je navigue vers la route about. Alors, dans ce cas-là, vous avez besoin d'injecter le routeur, le service router. Il faut l'injecter dans le constructeur, avec ici, router de type router, et vous ajoutez private. Alors, c'est comme ça qu'on gère les routes. Alors, le dernier point, c'est comment faire la communication avec la partie backend, notamment avec le service HTTP. Alors, pour communiquer avec la partie backend, avec HTTP, vous avez besoin d'importer un module qui s'appelle HTTP Client Module. Une fois qu'il est importé, tout simplement dans un service ou bien dans un composant, vous pouvez injecter un service de type HTTP Client. Par exemple, ici dans ce service-là, je déclare un objet HTTP de type HTTP Client. Et après, si vous voulez envoyer des requêtes HTTP vers la partie backend, je vais utiliser this.http.get. Donc ça, c'est un service, get, ça veut dire j'envoie une requête avec get, encore .post pour envoyer une requête HTTP avec post. Donc j'envoie une requête get, vers quoi? Vers le host. Alors le host, c'est HTTP localhost 8080. Je suppose par exemple, c'est la partie backend, /tasks. Donc j'envoie une requête vers ce endpoint et je vais attendre le résultat et après par la suite, je vais retourner le résultat en format JSON qui devient du JavaScript vers le composant. Alors, sauf qu'il faut noter que la méthode get, toutes les méthodes du service HTTP ne sont pas bloquantes. C'est-à-dire, quand j'appelle this HTTP get, on ne va pas attendre ici, on ne va pas bloquer jusqu'à ce qu'on reçoive la réponse. Alors, quand on appelle get, il envoie la requête, mais immédiatement, même avant que la réponse arrive, il va retourner un résultat qui est de type observable. Alors, il retourne un objet observable, ça veut dire que le composant, le web component qui va faire appel à cette méthode, il va faire un subscribe vers cet observable. Ce qui fait que dès que les données arrivent, automatiquement le composant va recevoir ces données. Alors, tout cela, c'est pour ne pas bloquer, l'interface utilisateur. Alors, en fait, Angular utilise le mécanisme de la programmation réactive, c'est-à-dire rien n'est bloquant. Et vous devrez savoir que dans les parties UI, généralement, la partie front-end, avec JavaScript par exemple, vous avez des applications de type single thread, c'est-à-dire toute l'application fonctionne avec le même thread. Alors, comment faire avec un single thread que j'ai une interface réactive, c'est-à-dire j'ai plusieurs boutons, je peux cliquer sur plein de boutons, j'envoie des requêtes vers la partie backend et une fois que les réponses arrivent, ils s'affichent. Alors, bien, tout simplement, c'est grâce à la programmation réactive. Parce que si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès que je clique sur un bouton, tant que les réponses n'arrivent pas, l'interface va être bloquée. Alors d'ailleurs, c'est ce que vous avez dans l'exemple, ce que nous avons fait jusqu'à présent avec l'approche rendue côté serveur. Donc, vous voyez, donc avec l'approche rendue côté serveur, ce n'est pas une application réactive. C'est-à-dire, quand vous cliquez sur Delete, tant qu'il n'a pas encore supprimé la suppression, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez une application qui est en fait, c'est-à-dire, vous travaillez d'une manière bloquante. Alors, c'est la raison pour laquelle les méthodes de get, post et tout ça, quand vous dites HTTP get, j'envoie la requête, j'attends pas la réponse et je retourne immédiatement un objet de type observable. Et quand je retourne observable, ça veut dire que le composant, dans le web component, quand il va faire appel à la méthode getTasks, this.authenticationservice.getTasks, c'est-à-dire j'appelle cette méthode-là, getTasks. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais .subscribe, c'est-à-dire la méthode, il me retourne immédiatement un objet observable, je fais subscribe,
et je vais lui dire j'attends les données. Dès que les données arrivent, je les prends et je les stocke dans la variable tasks. Et comme dans la partie HTML, vous avez une boucle qui permet d'afficher les données tasks, donc dès que les données arrivent, ils vont s'afficher automatiquement, sans bloquer l'interface. Et s'il y a un message d'erreur, donc je vais afficher l'erreur. Alors globalement, c'est comme ça qu'on va faire, c'est comme ça qu'on fait la programmation réactive. Donc il faut bien noter une chose, c'est que quand vous appelez la méthode ici getTask, ce n'est pas une méthode bloquante, c'est-à-dire qu'il fait appel à getTask et immédiatement il passe après. Donc, c'est par exemple, si vous tentez d'afficher, par exemple, un message ici, votre message va s'afficher avant même que les données arrivent, c'est-à-dire on n'est pas bloqué. Donc, si la requête prend beaucoup de temps, c'est pas grave. Donc, votre interface ne sera pas bloquée. L'utilisateur, il peut faire autre chose en attendant que les données arrivent et après, ils vont s'afficher. Alors voilà, donc en principe, dans la programmation des applications, il faut savoir qu'il y a deux types de programmation. Il y a ce qu'on appelle la programmation impérative et la programmation réactive. Alors, dans la programmation impérative, généralement, c'est celle que vous connaissez. C'est une programmation dans laquelle nous avons une programmation bloquante. Ça veut dire quoi? Quand je fais appel à une instruction, j'attends jusqu'à ce que l'instruction se termine pour passer à autre chose. Alors que dans la programmation réactive, non. Donc, dans la programmation réactive, on utilise la programmation asynchrone, c'est-à-dire quand j'appelle une instruction, je ne suis pas obligé d'attendre jusqu'à ce qu'il se termine. Je peux lancer plusieurs tâches en même temps et dès que les tâches se terminent, tout simplement, ils vont finir par être traités dans un handler, comme ici donc dans la partie subscribe par exemple. Alors c'est comme si par exemple vous voulez communiquer avec quelqu'un, vous posez à Mohamed une question, il vous répond. Si vous faites la programmation impérative, vous posez la question à Mohamed et vous attendez, il vous répond. Une fois qu'il vous répond, vous posez la question à Hassan, il vous répond, ainsi de suite. C'est de la programmation impérative, c'est-à-dire avant de passer à la question suivante, je dois d'abord terminer avec la première question. Donc, il y a un problème de bloquant. Bloquant, ça veut dire quoi? Si, par exemple, la question que je pose à Mohamed prend beaucoup de temps, tout simplement, je vais prendre beaucoup de temps pour arriver autour de Hassan. Là, c'est impératif. Alors que si je fais du réactif, qu'est-ce que je fais? Je pose la question à Mohamed et après, quand je lui pose la question, tout simplement, je ne vais pas attendre. Je pose la question à Hassan, je pose plein de questions à tout le monde et à chaque fois que je pose la question à une personne, il va me retourner en quelque sorte un subscribe, étant un observable. Je fais subscribe et je passe. Et dès que la réponse arrive, c'est lui qui va m'envoyer la réponse. Après, donc, j'ai ici dans subscribe, vous avez un handler qui permet de récupérer cette réponse-là. Voilà, alors voilà les concepts de base qu'il faut savoir dans Angular. Donc, ça, c'est vraiment les fondamentales, si vous voulez, du framework Angular. Alors, bien sûr, pour maîtriser ça, donc, il va falloir que vous fassiez une application là-dessus. Donc, donc, je vais partager avec vous quelques ressources vidéo dans lesquelles on montre comment, côté backend, on va travailler avec Spring pour créer une API RESTful, etc. rapidement. Et après, en front-end, comment travailler avec Angular pour pouvoir créer la partie UI. Alors, c'est pour la maîtrise, en quelque sorte, des bases du framework Angular. Une fois que vous aurez maîtrisé le principe de base, vous pouvez appliquer ça donc, au projet Cinema. Donc, je vous rappelle que le projet Cinema, donc c'est un projet. Donc, le dernier projet sur lequel vous allez travailler, donc ça va, on va dire la partie, on va dire la finale. Donc, on va gérer donc un cinéma qui appartient à une ville. Dans une ville, on va trouver plusieurs cinémas. Chaque cinéma se compose de plusieurs salles. Et dans une salle, on va trouver plusieurs places. Et après, vous avez des films qui appartiennent à une catégorie. Un film appartient à une catégorie. Et après, donc, dans un film, on va le projeter dans des salles. Vous avez une relation minute-minute ici. Avec une classe d'association, se font des projections. C'est-à-dire, un film peut être projeté à une date donnée avec un prix donné. Chaque projection, on va vendre des tickets. Et chaque ticket correspond à une place. Et après, donc, une projection se fait dans une séance. Et après, l'interface qu'on veut créer avec Angular, c'est cette interface-là. Donc, je voudrais afficher la liste des villes. Et quand je sélectionne une ville, il va m'afficher la liste des cinémas.
de la ville. Et quand je sélectionne un cinéma, il va m'afficher la liste des salles. Et chaque salle, il va afficher la liste des projections. Et vous voyez donc que chaque projection se déroule dans une séance, 14h, 17h, 20h, etc. Et, donc pour chaque projection, vous avez un film. Et après, quand je sélectionne une projection, je vais afficher la liste des places à vendre. L'utilisateur, il peut cliquer sur les places. Et après, il va saisir son nom, un code paiement. Et après, il va payer les tickets. Il va réserver les tickets. Et une fois qu'il va réserver, donc on voit qu'ils sont grisés. Donc, pour tout simplement les réserver. Alors, évidemment, donc pour créer ça, on va le faire en 3 étapes en principe. Bon, la première, c'est de créer donc la couche DAO. Alors, vous allez trouver donc un certain nombre de ressources vidéo que j'ai partagées avec vous, dans lesquelles on vous montre comment créer les entités GPA. Donc, ça, c'est la première des choses sur laquelle vous allez travailler. Une fois que vous créez les entités GPA, vous allez créer donc les interfaces GPA Repository. Et après, vous allez créer la couche web. En fait, la couche web, vous allez utiliser donc des web services RESTful avec des REST controllers. Et après, par la suite, donc, vous trouverez donc les ressources vidéo qui vous montrent comment créer la partie front-end avec Angular.